Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui touche beaucoup de monde, donc souvent dans le silence d'ailleurs, la relation à l'alcool. Donc comment reprendre le contrôle sans culpabilité et surtout comment transformer cette étape en opportunité de changement et d'épanouissement. Pour ça, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sylvain. Donc Sylvain, tu es coach pour les personnes qui souhaitent arrêter l'alcool. Tu es aussi à l'origine du blog Un an sans alcool, où tu partages ton parcours, mais aussi sur ta chaîne YouTube, sur TikTok, sur les autres réseaux sociaux. Et donc, t'aides des milliers de personnes à entreprendre leur propre chemin vers la sobriété. Donc, dans cet épisode, on va découvrir un petit peu ensemble ta philosophie, tes méthodes et ce qui, selon toi, peut vraiment aider à reprendre le contrôle sur sa vie. Sylvain, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Mona de me recevoir. C'est avec plaisir que je peux partager mon expérience, mon vécu et puis surtout aider tes auditeurs à avancer sur ce chemin si ça les intéresse. Bah écoute, je suis hyper contente de te recevoir en tout cas. C'est vrai que ça faisait longtemps, comme je te disais, que j'avais envie de d'un peu étoffer le contenu sur le podcast. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet qui peut intéresser pas mal de monde. On n'ose pas trop en parler de ce sujet-là, malheureusement. Et c'est vrai que bah, là, du coup, tu vas pouvoir un peu nous exposer ta vision des choses. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour celles et ceux qui te découvrent et nous raconter un petit peu ton parcours? Alors rapidement, donc je m'appelle Sylvain Rouget, moi je vis à Valence, dans la Drôme, et donc j'étais pendant pas mal d'années cadre et puis chef d'entreprise de différentes entreprises. Et pendant quelques années, pas mal d'années aussi, plus d'une vingtaine d'années, j'ai eu des problèmes d'alcool, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des fois je buvais, d'autres fois je buvais pas pendant des mois hein, ou des semaines. Et puis de nouveau, avec les aléas de la vie, la pression, bah, j'utilisais un peu cette béquille, comme beaucoup de personnes le font. Et comme c'est Mhm. insidieux, bah, plus ça avance, plus on en a besoin. Et puis au bout d'un moment, bah, j'en ai eu un peu marre de pas contrôler cet aspect de ma vie. Ouais. Et, euh, j'ai creusé, creusé, étudié, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, regardé des études pour trouver une méthode pour me permettre d'arrêter déjà de façon simple et sans souffrir, hein, parce que c'est pas toujours évident. Et puis j'ai trouvé la méthode, donc j'étais très content, ça s'est passé très bien. Et puis au bout de 2 ans, je me suis dit bon, il faut partager un peu tout ça. Donc j'ai rejoint entre-temps le milieu associatif où j'ai pas mal travaillé en tant que bénévole, où j'anime des groupes de parole et j'accompagne des personnes. Et puis depuis quelques temps, je prends un peu plus de place dans l'association, puisque là, je vais diriger le Mhm. bureau de la Drôme. Et puis voilà, puis au bout d'un moment, je me suis dit comment avoir plus d'impact et comment transformer cette passion et faire en sorte qu'il y ait plus de personnes que je puisse accompagner. Donc je me suis lancé sur les réseaux, sur YouTube, le blog, etc. Et puis maintenant, Mhm. j'accompagne des personnes à distance, donc avec un petit programme de vidéo et puis de l'accompagnement personnalisé. Et ça me permet de travailler bah, dans toute la France ou dans tous les pays francophones en tout cas. Voilà. Ok, super. C'est super intéressant. Moi, je t'avoue que je suis allée faire un tour sur ton blog. J'ai lu deux, trois articles et bon, tu peux le constater derrière moi, c'est peut-être pas très c'est adapté, mais il y a la bouteille de mon mariage. Donc, allez, je te laisse imaginer un peu le truc. Et c'est vrai que en lisant tes posts, tes articles, c'est enfin, moi, ça m'a fait quelque chose en fait, parce que je me suis D'accord. sentie concernée. Il y a eu un petit truc, ah, ouais, ça me parle, et du coup, je me suis posé des questions, et c'est vrai que je trouve que ta méthode, elle est intéressante dans ce sens, c'est que tu fais poser des questions aux gens. Oui. Et souvent, on ne fait pas le lien, en fait, entre notre consommation d'alcool et certains états qu'on peut traverser dans notre quotidien, notamment la fatigue, le manque d'énergie, tout ce qui est de l'anxiété. Et en fait, c'est là où ça fait le lien un petit peu entre nos deux compétences. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point l'alcool, il peut avoir un impact sur tous ces aspects-là. Et je trouve que c'est ce qui ressort très bien, en fait, dans tes articles de blog. Moi, je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Sylvain sur ses articles parce que c'est très parlant et on s'identifie vachement, en fait. On sent que tu as vécu le truc. Donc, Eh euh, oui. donc je trouve ça assez, assez intéressant. Donc, bah, écoute, merci pour cette petite présentation. Donc,
tu disais toi-même, tu as vécu 2 ans d'abstinence avant de lancer le blog. Oui. Euh, c'est, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose vraiment qui a créé cette rupture en fait? Alors, et il y a eu un déclic et puis aussi des micro-décisions derrière. Donc, ça se fait, c'est un peu les deux en fait. C'est Ok. qu'à un moment, j'en ai eu vraiment, voilà, j'étais vraiment frustré de ne pas pouvoir contrôler cette partie de ma vie, hein, quand on a des responsabilités ou quand on a des entreprises, des équipes, on gère des projets et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à contrôler ce comportement en fait, puisque le matin on se dit bah non, hier j'ai un peu abusé, ce soir je bois pas ou j'arrête et puis le soir bah voilà la pression, Mm. ça fait que bah on boit une bière et puis voilà on comprend pas pourquoi on n'arrive pas. Donc c'est oui il y a eu un déclic parce que c'était un ras-le-bol en fait, un ras-le-bol et puis parce qu'à force de creuser pour comment l'alcool agissait sur moi, sur mon cerveau, Mhm. sur mon corps, ben, j'ai compris enfin comment cette drogue avait fait ce qu'elle avait fait avec moi, puis avec d'autres. Et puis à partir du moment quand on comprend, après, ben, on peut plus revenir en arrière. C'est un peu comme le film Matrix. C'est-à-dire une fois qu'on a pris la pilule rouge, La qu'on a pilule. vu l'envers du décor, en fait, C'est trop c'est tard, quand quoi. c'est trop tard. Après, on le sait, quoi. On le sait. On peut plus se voiler la face. On peut Mhm. plus faire semblant. Et ça a été radical. Moi, ça a été du jour au lendemain. Une fois que j'ai compris, quoi. Et ce qui fait que qu'il n'y a pas de, je n'ai pas de tentation, c'est-à-dire je le vis très bien. Ce n'est pas une question de volonté, il n'y a pas de souffrance. Je ne m'empêche pas de boire. Ma Mhm. compagne boit de temps en temps, mes amis aussi, ma famille aussi. Voilà, je peux être à une table où tout le monde boit, ça me dérange absolument pas parce qu'il n'y a pas cette notion de privation. Voilà. Donc pour revenir au C'est déclic, c'est intéressant, ça. ouais. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, ce que tu nous montres là, c'est que il y a eu un switch en fait dans ta manière de voir l'alcool, Oui, de ce que j'entends, hein. c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu peux t'en passer tout simplement sans faire d'effort parce que ta vision à propos de l'alcool, elle a changé radicalement en fait. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est un switch intéressant et c'est un switch que bah, nous, en hypnose, du coup, on utilise souvent parce que c'est vrai que c'est beaucoup une notion de perception qu'on peut Mhm. avoir vis-à-vis de certaines choses. Donc là, aujourd'hui, le sujet, c'est l'alcool, mais ça peut être plein d'autres sujets, par exemple la nourriture, par exemple certaines autres aussi addictions. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on change un petit peu l'histoire qu'on se raconte à propos de quelque chose, bah, ça change tout ce qu'il y a autour. Donc, les émotions qui y sont associées, les réflexions qu'on peut avoir. Donc, le fait que tu mettes le doigt dessus, je trouve ça hyper intéressant aussi par rapport à et l'alcool, mais à plein d'autres domaines de vie aussi. Donc, j'aime beaucoup cet échange. Ok. Ah, c'est très bien. Euh, est-ce que tu as remarqué que cet arrêt de l'alcool, ça avait eu un impact, euh, que ce soit sur ta vie pro ou personnelle? Et si oui, le ou lesquels? Alors oui, ça a eu un impact énorme. Alors ça dépend des personnes. Moi, ça a été assez rapide. Il y a des personnes, c'est un peu plus long, il faut quelques semaines. Moi, déjà au bout de quelques jours, je me sentais déjà mieux parce que déjà j'avais compris. Donc ça, c'était Mm. énorme. Et puis bah, tout de suite, c'est un meilleur sommeil. Donc automatiquement, en étant moins fatigué, on est plus productif, plus efficace. On a aussi une meilleure motivation. Beaucoup moins d'angoisse, puisque au départ, j'avais commencé à boire de temps en temps comme ça pour décompresser parce que j'avais bah voilà, des inquiétudes, des angoisses. Et en fait, ce que j'avais pas compris, Mhm. c'est que l'alcool, au bout d'un moment, bah, ça augmente l'angoisse, mais on s'en aperçoit pas. C'est parce que ça vient quelques heures après. Donc beaucoup moins d'angoisse, une clarté mentale, dans ce qui me permettait de prendre des décisions stratégiques ou au quotidien de façon beaucoup plus rapide et plus efficace, et puis des meilleures Ouais. décisions aussi. Donc ça a été tout de suite très important. Et puis au niveau de la famille, bah, ça a été beaucoup plus de patience en fait. Mhm. J'ai vu ça tout de suite. J'étais beaucoup plus patient, plus à l'écoute, et donc plus proche aussi, plus présent avec ma famille, mais aussi avec bah, les personnes que je côtoyais au travail ou partout. Donc j'étais plus là en fait. Et puis le fait bah, de pas d'être moins fatigué, bah, ça change tout, hein.
Forcément, parce que ça a un impact aussi, j'imagine, sur la gestion des émotions. C'est Donc, ça, exactement. quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de la colère, de la tristesse, peu importe, mais du coup, le fait d'être moins fatigué, bah, ça permet d'avoir plus d'énergie justement pour avoir à gérer bah, le quotidien et aussi tout ce qui se passe à l'intérieur, intérieurement, Voilà. notamment toutes ces émotions-là. Donc, ouais. Euh, ok. Alors Pour juste pour parler un... rebondir, une dernière Ouais, chose, excuse-moi, vas-y, je t'en une prie. dernière chose que Je j'ai t'en prie. oublié de dire, c'est que ça m'a apporté une énorme confiance en moi, en fait. Le fait d'avoir Mm. pu surmonter ce comportement et cette frustration. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on se dit, c'est si j'ai réussi à faire ça, je peux faire ce que je veux, en fait. Euh, donc ça, c'est l'effet qui se coule, hein, c'est le deuxième effet. C'est-à-dire que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la fatigue, etc. Mais derrière, en termes de confiance en soi, c'est énorme. Ouais, Voilà. j'imagine. Parce que du coup, tu vas dire, bah, en fait, j'en suis capable. Donc, C'est ça. si je suis capable de faire ça, ouais, c'est ça, comme tu dis, je suis capable de faire, de soulever des montagnes, en fait. Bah, c'est exactement ça. Et alors, pour rentrer un petit peu plus précisément dans ta philosophie, dans ta méthode d'accompagnement, euh, qu'est-ce qui, selon toi, est si difficile pour certaines personnes euh, d'arrêter? Enfin, en ce qui concerne l'arrêt de l'alcool, qu'est-ce qui rend la chose aussi compliquée, en fait? Alors, il y a plusieurs effets. Il y a les effets biologiques, en effet. C'est-à-dire que boire de l'alcool, ça permet au cerveau d'envoyer de la dopamine, donc l'hormone du plaisir. Donc, Mhm. automatiquement, le cerveau il se dit, tiens, c'est bien ça. Je bois un coup et hop, je me sens bien. Mais le problème, c'est que le cerveau s'habitue et qu'il faut des doses de plus en plus importantes pour avoir le même niveau. Donc ça, c'est vrai que le cerveau, il comprend pas si on arrête parce qu'il se dit, bah non, moi, je veux du plaisir. Donc il y a déjà cet aspect-là qui est pas évident quand Ouais, on c'est veut un sacré arrêter. farceur, ce cerveau, hein. Ah oui, oui, il nous en fait voir, hein. Ouais. Parce qu'en fait, lui, il voit que l'aspect dopamine, plaisir, mais en fait, il fait pas le lien avec tout ce qui se passe après, c'est-à-dire les crises d'angoisse, la gueule de bois ou la fatigue, etc. Ça, comme ça arrive après, et il fait pas le lien. Donc lui, il ne voit que cet aspect plaisir. Mm. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a la pression sociale aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais être invité? Si je bois pas, on va me trouver, comme ça se dit, on va me trouver chiant. Voilà, il y a ça aussi. Ouais. Et puis la peur aussi de nos comportements. C'est-à-dire que souvent aussi, on boit pour se désinhiber un petit peu. C'est un lubrifiant social. Donc, si je bois pas, est-ce que je vais aller vers les autres? Est-ce que je vais aller les voir? Est-ce que je vais pouvoir discuter avec eux? Est-ce que je vais Mhm. pouvoir rencontrer des inconnus? Est-ce que dans les milieux professionnels, dans les networking, etc., est-ce que je vais pouvoir aller créer du lien? Bah, si on date, bah, est-ce que je vais pouvoir impressionner la personne en face de moi, pouvoir me parler, etc. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de peur aussi derrière qui empêche de passer le pas. Donc l'aspect Ouais, biologique c'est... et l'aspect pression sociale et puis l'aspect peur aussi. Ouais, donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent, en fait. Hmm, Il c'est y ça. a... Et il y a aussi ce qui ressort dans ce que tu dis, il y a cette espèce d'association qu'on peut faire entre l'alcool et une certaine façon d'être, en fait. Oui. On va Hmm, accoler, en fait, cette partie. Alors, c'est mes mots à moi, hein, mais cette partie un peu cool. On va dire, bah voilà, bah, quand je bois de l'alcool, je suis cette personne un peu plus avenante, qui va vers les autres, etc. Peut-être pas pour tout le monde, mais hmm, et c'est intéressant de remarquer comment, en fait, on va venir faire des associations d'idées, en fait, et de comportements entre la substance et nous. c'est Donc, ça. ça, c'est vraiment quelque chose aussi. Parfois, bah, nous, en hypnose, on parle de couper le lien, mais c'est un peu ça. C'est un peu aussi couper ce lien qu'on a fait presque inconsciemment entre la substance et une partie de nous-mêmes finalement. C'est ça, couper le lien, c'est reprogrammer notre cerveau Tout à fait. à interagir avec les autres sans avoir bu de l'alcool, sans cette béquille en fait. Puisque souvent, on le sait, c'est dans la culture, on boit pour se détendre, pour aller vers les autres, donc c'est un peu normal. Mm. Et si, quand on ne boit pas, bah, on est obligé de se forcer pour aller vers les autres. Donc le cerveau, il est reprogrammé et on prend vite l'habitude en fait de le faire sans alcool. Ouais. Mais si on ne fait pas cette démarche,
Et ben, à chaque fois, on aura besoin de boire un coup avant d'aller à un événement de ce type. Mm. Euh, et du coup, pour toi, c'est quoi ta vision du changement? Ça repose davantage sur comme un déclic, hein, de noir vers blanc, ou c'est plus quelque chose voilà, ça va être des micro-décisions, ça va être fait petit à petit, c'est des petites choses qui se font au fur et à mesure du temps. C'est quoi pour toi, en fait? Eh ben, pour moi, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, comme tu disais, ça va être un déclic, oui, en effet. Mais faut y arriver à ce déclic. Donc, il faut avoir Mm. envie. Déjà, la première chose, c'est avoir envie. Si on n'a pas envie, bah, ça ne peut pas se faire. Ensuite, c'est trouver son pourquoi. C'est-à-dire pourquoi on a envie d'arrêter. Quelles sont les raisons? Qui on Mm. veut être quand on aura arrêté. Et là déjà, on a une vision plus claire de qui on veut être et de ce qui se passera. Qu'est-ce qu'on fera quand on aura arrêté? Qu'est-ce qu'on fera de plus quand on aura arrêté de ce comportement? Donc ça, c'est très important. Et puis après, en découle de tout ça, bah, les micro-décisions au quotidien. C'est-à-dire, j'ai un événement, je ne sais pas, un mariage, un anniversaire. Alors au début, c'est un peu difficile, mais très vite, on n'y pense plus, hein. Mais au début, bah, faut mettre en Mhm. place des tactiques, hein, parce que les premières fois, on se demande, moi je me suis demandé vraiment comment j'allais agir, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce qu'on allait penser de moi. Donc il y a des petits trucs à faire. C'est toujours amener une boisson sans alcool avec soi déjà, ça aide, parce que comme ça, Ouais. on peut la boire, et puis ça fait parler, et puis ça, on peut lancer le débat, et puis les gens goûtent, et puis souvent, bah, ça leur plaît. Et ils trouvent ça sympa et on avance comme ça petit à petit, mais avoir déjà préparé la chose. L'important, c'est la préparation en fait. C'est Mm. la boisson, c'est important, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on va dire, comment on va réagir. Est-ce Tout à que fait. on va dire bah non aujourd'hui je bois pas parce que je vais être en forme demain ou j'ai un gros événement ou en ce moment bah, je fais un break. Enfin il y a toujours des moyens de dire au début quand on n'est pas à l'aise et puis après bah, il suffit de dire qu'on ne boit pas et puis ça va très bien. Ouais, c'est hyper intéressant parce il y a souvent ce manque d'anticipation en fait de l'après. C'est ça. C'est aujourd'hui comment je me sens et c'est très centré sur le bah oh là là mais sur le manque en fait, comment ça va me manquer. Mais c'est pas qui je vais devenir en fait, qui je deviens quand j'arrête. Parce que C'est ça. il y a ce changement presque quelque part d'identité qui se passe. Enfin, tout dépend un peu de comment on voit la chose et comment on la vit, mais quand ça fait des années que tu as été cette personne qui boit de l'alcool, bah, tu te définis d'une certaine manière et le fait d'arrêter, ça change le récit personnel. Et ce récit qui change, bah, il faut que les autres aussi autour, l'environnement, l'acceptent. Donc, il y a un switch qui doit se faire. Et quand je te parlais de est-ce que c'est un déclic ou est-ce que c'est plus long dans le temps, il y a un peu des deux, comme tu dis, parce que bah, il y a l'environnement aussi qui a besoin de s'adapter à Oui, ce nouveau toi, quelque part, que tu proposes au monde. c'est Donc, ça. il y a un ajustement, il y a un aller-retour qui se fait. Et c'est vrai que de ne pas l'anticiper, souvent, j'ai remarqué, en tout cas, pas forcément sur l'alcool parce que j'ai pas beaucoup accompagné sur l'alcool, mais sur d'autres thématiques, c'est vrai que ce manque d'anticipation-là, c'est ce qui met en échec la plupart du temps, Oui. parce que on se rend pas compte à quel point, en fait, le changement de récit personnel a un impact sur l'environnement et aussi sur la vision qu'on a de soi-même. Donc, Tu le dis très bien, c'est ça ça. La vision fait qu'on a de soi-même aussi, elle est dans les yeux des autres. C'est-à-dire que si tout à fait, on devient cette personne qui boit pas, les autres le savent et ça nous renvoie aussi ça. Et donc ça nous aide énormément tout à fait. Et ça puisque fait appel c'est... aussi à d'autres choses plus profondes parfois, hein. Parfois, ça va peut-être faire appel à des besoins de validation extérieure. Oui, Ça va tirer en fait le fil de peut-être d'autres petites choses qu'on n'avait pas imaginées en fait, qui étaient un petit peu mises sous le tapis parce que bah, il y avait l'alcool qui un petit peu aidait à gérer tout ça d'une certaine façon. Et puis bah, le fait de l'enlever, ça fait apparaître des petites choses qui là, se travaillent, hein, ça se travaille très bien, mais du coup, c'est intéressant aussi de l'anticiper pour se dire, bah, ok, il va y avoir ça, comment je le gère, comment j'anticipe pour que du coup, je puisse passer le truc comme il faut, voilà, quoi, c'est ça. et pas revenir en arrière. Exactement. Et ça, on revient à la confiance en soi. Si on prépare, bah, automatiquement, on est plus serein.
et ça se passe beaucoup mieux. Est-ce que, alors, là je vais aborder le sujet de la culpabilité. Oui. Euh, pour toi, quelle part la culpabilité a dans ce switch de je bois, j'arrête de boire? Alors, la culpabilité, je la vois plus avant, c'est-à-dire que beaucoup de personnes que j'accompagne et avec qui j'interagis, qui boivent, il y a une culpabilité en effet importante, puisque elles savent que c'est pas bon pour elles. Hmm. On sait que c'est pas bon au niveau santé déjà, donc c'est la première chose. Et puis qu'on a des comportements des fois qu'on regrette, et on n'aime pas qui on est quand on boit des fois, ou quand on a trop bu. Donc il y a une culpabilité qui aussi parce qu'on n'arrive pas à arrêter comme on voudrait. À- donc il y a une grosse culpabilité à ce niveau-là. Donc ça, on évite d'en parler. Et cette culpabilité, bah, quand elle est Hmm. trop forte, bah, ça nous incite aussi à boire pour l'atténuer. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Vicieux. C'est un cercle vicieux. Après, voilà, ça fait partie du jeu des émotions qu'on a. Après, est-ce ont eu un lien dans le déclic qui m'ont fait changer? Pas plus que ça, mais ça en fait partie. Oui, Je lisais un petit peu aussi sur ton blog un de tes articles et bah, il y a ce moment aussi où tu commences à cacher oui, ta oui, consommation. Et j'ai l'impression que ce qui tient, ce qui sous-tend ça aussi, c'est un peu cette culpabilité vis-à-vis oui. de l'extérieur, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis parfois des enfants, de l'entourage. Se dire, bah ouais, je bois, mais quelque part, je l'assume pas totalement en fait. Et c'est tout à fait ça. Tu as raison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, on s'aperçoit que c'est pas un bon exemple déjà pour les enfants. Mm. Et puis on a honte quand même de pas pouvoir gérer cette pulsion. Donc oui, on se cache, tout à fait. Je connais des personnes voilà, qui boivent dans leur voiture avant d'aller au travail, quoi, ou qui Mm. reviennent à la pause pour boire dans leur voiture, ou qui vont aux toilettes, mais qui se cachent. Il y a une grosse part de honte. euh, parce que voilà, on promeut l'alcool, la consommation d'alcool en France. On dit que voilà, c'est l'esprit français, c'est la culture, etc. Et à l'inverse, ben voilà, on veut pas voir le fait que ça peut provoquer des comportements qui sont nocifs pour nous. Et donc on se cache. On se cache, oui, tout à fait. Il y a cette notion. Euh, toi, tu proposes une formation, une courte Oui, formation. Donc, je crois que ça s'appelle le déclic, comprendre c'est ça. l'alcool Ouais, pour s'en libérer. Ouais, ok. c'est ça. Donc, tu proposes aussi des accompagnements personnalisés, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette formation et en quoi celle-ci, tu trouves qu'elle se différencie un petit peu des autres? Ben, en fait, c'est une formation qui est une douzaine de vidéos, hein, donc assez Ouais. rapide. Le but, c'est vraiment que la personne comprenne ce que l'alcool fait sur son cerveau et son corps. Et Hmm. un peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec la pilule rouge, que c'est vraiment la base de mon accompagnement. Une fois qu'on a compris, après, on peut aller dans le détail et aller y creuser pour voir comment trouver des tactiques, en effet, pour au début, quand on arrête l'alcool, comment faire en sorte qu'on ne rechute pas. Même si la Hmm. rechute, c'est pas grave, hein, ça fait partie aussi du processus. Donc c'est quelque chose C'est qui est. important de le dire. Oh oui, c'est la rechute, c'est Hmm. comme un marathonien. S'il trébuche, bah, il se relève et puis il continue. C'est pas pour ça Bien qu'il va sûr. s'arrêter. Puis c'est C'est un pas peu pour ça qu'il comme. retourne à la case départ, en fait. Voilà, quand on Hmm. gravit une Ouais, montagne, bah, on tombe, bah, on continue à monter, mais on ne descend bien pas sûr. jusqu'en bas, quoi. Donc ça, c'est important. C'est important de le savoir. Donc, donc ces vidéos, en fait, c'est pourquoi j'ai fait ce programme. C'est parce que dans les groupes de parole, je le vois beaucoup et dans les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire que Mhm. j'ai beaucoup de clients, en fait, en accompagnement qui sont des cadres ou des gens avec des responsabilités ou des chefs d'entreprise. Donc, qui Mhm. n'ont pas le temps, déjà, première chose, et qui n'ont pas la volonté d'aller dans des groupes de parole. Parce qu'il y a cette confidentialité, voilà, et n'ont pas envie d'être, voilà, de s'exposer au public.
Donc Et pour ces cette honte, personnes, hein, dont on ouais, parlait c'est-à-dire tout à cette l'heure honte, aussi, ouais, exactement. On parle de honte, ouais, d'ego, bien sûr. on le cache, donc c'est pas pour le montrer aussi à tout le monde. Et puis Mhm. après croiser les gens dans la rue, au supermarché qu'on a vu en groupe de parole, c'est pas, voilà, Mhm. c'est pas évident. Puis il faut du Ça temps se aussi, comprend, hein, ouais. Mhm. quand on va dans les groupes de parole, ça prend du temps. Donc ces personnes-là, pour les toucher, en fait, pour les aider, j'ai monté ce programme qui fait un peu plus d'une heure et demie euh, avec toutes les vidéos et qui Mhm. permet déjà de faire une grande partie du travail. Donc pour certains, ça suffit. Et puis pour d'autres, après, on fait un accompagnement personnalisé sur quelques semaines ou quelques mois suivant les besoins. Mhm. Mais ça se fait voilà, par téléphone, par visio. Donc, pour les personnes qui ont un emploi du temps chargé, en tout cas, ça correspond bien Ouais. à la demande. Et puis, comme c'est confidentiel, et puis qu'on est en one-to-one, il n'y a pas de pression. Puis, comme j'ai vécu tout ce qu'a vécu la personne, il y a pas de jugement, il y a pas de, comme je dis, il n'y a pas de pression, pas de jugement. Je suis dans l'écoute et la personne le comprend très vite en face de moi. Mhm. Et après, elle peut se livrer beaucoup plus facilement qu'avec un médecin, par exemple. Un médecin, dans les cas Bien extrêmes, sûr. c'est important de s'adresser à un médecin, attention, hein. Quand tu es vraiment dans l'alcoolisme, très important, les médecins, c'est très important. Mais par contre, bah, le médecin, il n'a pas vécu la même chose que vous. Donc, c'est difficile d'être honnête et d'être connecté, d'avoir un échange vraiment profond avec le corps médical. Donc c'est Mhm. là où je me positionne en fait. Et puis, c'est souvent bien d'avoir les deux, en fait, hein. Oui, exactement. Quand, voilà, c'est, Mm. le Oui, tout médecin à va être fait. là vraiment pour gérer tout l'aspect médical, parce Oui, il y a forcément dans l'alcool, c'est une addiction physique. Donc, voilà, il y a des choses à voir avec les professionnels de santé. Là, il n'y oui, a pas de débat tout à là-dessus. fait. Mm. Mais en même temps, bah, c'est bien d'avoir aussi un accompagnement plus psychologique et de se sentir en fait soutenu, accompagné. Et typiquement, avoir quelqu'un en face de soi qui a vécu ce qu'on vit et qui a passé, qui a dépassé ça en fait, bah, c'est déjà vachement inspirant. Ça nous prouve que c'est possible. Donc ça ramène un petit peu cette lueur d'espoir que peut-être on se dit bah, tout seul, peut-être que j'y arriverai pas, ou peut-être j'ai pas la force de, mais en fait quand on voit ça, on se dit bah en fait si c'est possible. Si c'est possible et cette personne-là, elle est en face de moi, elle me comprend, elle me soutient et elle va être là pour me prendre la main en fait, pour m'aider. Donc c'est hyper important, je pense, aussi d'avoir les deux aspects. Et souvent, on se fourvoie en se disant, mais non, mais moi, c'est bon, je traite le truc, en fait, hein, je traite la situation, je suis allée voir un tel ou un tel. Et en fait, on ne prend pas en considération tous les pans, de tous les aspects, en tout cas, bon, je ne vais pas dire la pathologie, parce que c'est pas forcément toujours une pathologie, mais on ne prend pas en compte l'aspect physique, mais aussi l'aspect mental. Et prendre les deux en compte, c'est hyper important, que ce soit sur l'alcool, sur le sujet de l'alcool, ou sur d'autres sujets comme la gestion du poids ou ce genre de choses, c'est hyper important. Donc ça, je le répéterai jamais assez, mais on prend beaucoup de temps pour, euh, pour s'occuper de son physique. Voilà, il faut faire de l'exercice physique, il faut faire du sport, il faut se maintenir en bonne santé, etc. Mais on pense pas à la santé mentale, en fait. De plus en plus maintenant, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas toujours au même niveau, en fait. Donc, c'est bien de prendre en considération les deux. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager, comme ça, en soum-soum, une ou deux stratégies que tu utilises toi pour aider tes clients à surmonter des moments de doute? Tu sais, ces moments où ah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que toi, tu as des petits tips, des petites choses qui pourraient aider notamment les auditeurs qui sont dans ce cas-là à se dire, bah allez, je reprends du poil de la bête, j'avance. Bah, les moments de doute, c'est un peu, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit concernant les pourquoi. Pourquoi Mhm. on a envie de le faire. C'est vraiment ça qui va permettre d'être resté motivé et puis d'avancer même si on trébuche. Donc c'est le premier travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est le pourquoi. Tu aurais des méthodes, enfin, des petits. Est-ce qu'il y a des exercices, qu'il y a des petites choses pour justement aller chercher ce pourquoi? Parce que je sais que la plupart des gens qui nous écoutent, il y a cette. Ils n'arrivent pas, en fait, vraiment à déterminer pourquoi ils font certaines choses. Ou en tout cas,
ils vont pas assez loin, si tu vois ce que je veux D'accord. dire. Donc, c'est un peu pourquoi, bah, parce que, j'en sais rien, j'ai envie d'arrêter parce que ça coûte cher, par exemple. Alors, on va se dire ça très, très honnêtement, hein, sans se Hein. cacher des Ouais. choses, mais c'est vrai que quand on tire un peu le fil, quand on questionne la personne, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Donc, est-ce que tu aurais, toi, des petits tips, des petites choses qui aideraient ces personnes, justement, à aller vraiment chercher leur pourquoi profond, ce qui va vraiment connecter avec bah, leurs valeurs, en fait. Vraiment quelque chose qui leur tient à cœur et qui va les mettre en mouvement, justement. Alors, oui, j'ai des petits trucs pour les aider. Il y a deux choses que je pratique bien. C'est la première chose, c'est si on avait en face de nous notre moi-même qui a 80 ans, devant nous, Ouais. il a 80 ans, quelle conversation on aurait avec lui? Parce que, en fait, bah, le fait de boire aujourd'hui, on impacte sa vie à cette personne qui a 80 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Quel regret elle aurait? Donc ça nous met en face de bah, nos responsabilités, hein. Mhm. Qu'est-ce qu'on va regretter quand on aura 80 ans par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter d'avoir ces regrets? Et puis une autre chose que j'utilise bien, c'est la page Wikipédia. Si on avait une page Wikipédia justement à notre décès, à notre mort, qu'est-ce qu'elle dirait notre page Wikipédia? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'elle dise? Qu'est-ce qu'on voudrait que bah, nos enfants, notre famille, nos amis voient sur cette page, Ils disent de nous. disent de Ouais, nous? et c'est hyper intéressant parce que ça fait écho à ce qu'on disait un peu plus tôt, notamment avec le récit personnel. C'est mais comment on a envie de se définir en fait? C'est Et ça. comment on a envie que les autres nous voient, nous perçoivent? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser de nous, quelque part, hein? Ça, ça en vient vraiment sur des sujets un peu philosophiques, un peu de... Ah oui. Ouais, c'est vraiment très profond. On se rend pas compte à quel point, en fait, on peut rentrer dans de la profondeur sur ce type de sujet-là. Mais si on n'est pas profond, on n'y arrive pas après. Si on fait pas ça, C'est ben ça, on c'est s'appuie ça. sur la volonté. Et la volonté, c'est comme une batterie de téléphone, hein. Le matin, elle est à plein, et puis dans la journée, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Et puis le soir, bah, voilà, on est fatigué, un coup dur ou quoi, et on recraque. Et les personnes qui utilisent la Exactement. volonté, il y a des personnes qui s'arrêtent pendant 40 ans avec la volonté, hein. Mais c'est une souffrance, c'est un combat. Oui, c'est dans la difficulté. Et justement, C'est c'est un peu ton truc aussi, c'est de dire, bah, moi, je le fais, mais en fait, je le fais naturellement. Ça me demande c'est ça, aucun effort. Mm. c'est comme on disait, voilà, tu buvais, je sais pas, du lave-glace tous les jours, bah, j'ai pas envie de boire de lave-glace. Bah, en fait, c'est ça, en fait. Parce que l'alcool, C'est c'est de ça. l'éthanol, hein, c'est comme de l'essence, hein, c'est de l'éthanol, hein. On met des parfums, etc., pour que ça passe. On fait des cocktails et des choses comme ça pour que ça passe, mais c'est de l'éthanol. Éthanol pur, personne n'en boirait, hein. Mm. Donc, c'est du poison. Donc, si, voilà, le lave-glace, si je te dis t'arrêtes la lave-glace, tu vas me dire oui, il n'y a pas de souci, j'arrête. C'est vrai. Quand on sait ce qu'il y a dedans, voilà. Mais Mais ça, c'est vrai que c'est un truc de nos jours. Et puis, on met en avant ce truc-là de oui, mais la volonté, la motivation, mais si t'as pas de volonté, t'y arrives pas. Alors, je suis d'accord qu'au départ, il y a besoin d'une impulsion. Il y a oui, besoin de, voilà, de lancer quelque chose. Bien évidemment que si on fait rien, il va rien se passer. Maintenant, uniquement compter sur la volonté, c'est se fourvoiir en fait. Parce que à un moment donné, cette volonté-là, on sera plus capable de la tenir. Pour X ou Y raison, qu'elle vienne de nous ou qu'elle vienne de l'extérieur. Parce que il peut y avoir plein d'événements qui peuvent arriver dans notre vie, plein de choses qui vont faire qu'à un moment donné, on va pas pouvoir tenir cette volonté, cette force de volonté qui demande énormément d'énergie, hein, qu'on se le dise. voilà. Mm. Donc c'est pour ça que travailler plutôt sur son mindset et sur ce switch qu'on va pouvoir faire, sur la vision qu'on a de la substance, va avoir beaucoup plus d'impact que juste de se dire bah ouais j'arrête et je tiens le truc et je le lâche pas quoi qu'il arrive je ne le lâche pas sauf qu'à C'est un ça, moment donné bah le muscle il lâche quoi il en peut plus quoi c'est plus possible donc c'est ça. euh, c'est hyper important je pense de le marteler enfin moi je me bats pour ça que vraiment on arrête avec ce truc de la volonté de la motivation
Oui, il y a besoin d'une impulsion, mais derrière, il y a besoin d'autre chose que ça. Ça ne suffit pas, en fait, pour maintenir, en fait, cet effort dans le temps. Même s'il y a toujours des exceptions de gens qui y arrivent, qui ont une force Ouais, ouais. mentale incroyable, mais pour le commun des mortels, et je me mets dedans, hein, enfin, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une Ah vie. non, c'est pas une vie. Et C'est comme pour la perte de poids ou pour, comme la prise de bien sûr. muscle. C'est la même chose, hein. La volonté ne suffit pas. Puis quelque part, on rentre dans de l'hyper-contrôle. Donc Ah oui, voilà. Est-ce que c'est pas un système, quelque part, qui fait qu'il y a... Enfin, voilà, moi j'aime souvent voir le truc de manière globale. Et souvent, la manière dont on fait une certaine chose, ça révèle beaucoup de comment on fait les autres choses qu'on fait dans notre vie oui, aussi. Et du coup, quelque part, ça permet de mettre en lumière un système dans lequel on évolue. Et souvent, qui peut être dysfonctionnel. Je dis pas qu'être dans le contrôle, c'est forcément toujours négatif. C'est pas ce que je dis. Mais trop dans le contrôle, enfin, ça peut avoir un impact assez fort sur bah, la perception qu'on a de nous-mêmes, sur oui, nos émotions, sur un tas d'états internes en fait. Donc voilà, volonté, oui, mais pas trop non plus. exactement. Je peux dire comme ça. Exactement. Oui, parce que je connais des personnes qui utilisaient la volonté et donc toute la soirée, elles vont penser à ne pas boire en fait, ou Mm. à, ou à ne Et boire ils vont qu'un pas verre ou profiter du deux. moment en Ah non, fait. non, 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 ça va être une Ah, lutte et c'est dommage. C'est dommage. c'est Voilà. ça, c'est dommage. Même si bah, c'est bravo, parce que Oui, à la oui, fin, oui, voilà, mais c'est trop dur en fait. Pourquoi s'infliger autant de douleur, autant de c'est souffrance? ça. C'est pas une vie. Et il y a, enfin voilà, on le dit là, il y a d'autres façons de faire en fait. Beaucoup plus Exactement. souple, beaucoup plus agréable, sans passer par cette souffrance-là. Moi, j'ai remarqué du coup que tu travaillais beaucoup avec les entrepreneurs, les cadres, ce que tu nous disais tout à l'heure. Oui, Qu'est-ce qui fait que ces personnes, selon toi, se dirigent naturellement vers toi pour les accompagner? c'est une bonne question. Bah, j'aide pas mal de personnes différentes, mais c'est vrai Parce que que c'est pas quelque chose de voulu à la base de ce que j'ai compris. non, C'est non, à la base, c'est pas voulu. Mais naturellement, parce que déjà, bah, c'est mon profil. Donc, les personnes ouais, s'identifient forcément, naturellement, ouais. même inconsciemment, et plus facilement avec moi. Parce que, bah, voilà, on a vécu les mêmes choses, Mm. même langage, on a eu les mêmes problèmes, voilà. Donc, ça se fait beaucoup. Et puis parce que je les comprends aussi, à l'inverse, je les comprends vraiment. Je comprends leur état d'esprit, leur galère, ce qu'ils peuvent ressentir. Et puis là, bah, ils se mettent beaucoup de pression souvent. Ils se mettent beaucoup de pression tout seuls, hein. Et pour trouver cet équilibre qui est promu, hein, partout, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie familiale, Ouais, donc il faut être au top dans les deux sphères. Et donc, bah, ça fait beaucoup de pression parce que si on travaille beaucoup, bah, tout à fait. on rentre tard chez soi, donc on culpabilise, on n'est pas bien, et inversement. Mm. Donc l'alcool, bah, il arrive insidieusement, comme pour beaucoup, comme pour moi. Quand j'ai commencé tard, j'avais 33 ans. Je ne buvais pas du tout avant. Et en fait, Ok. bah, dans la culture, j'avais appris que si on veut se détendre, bah, de temps en temps, on boit un coup. Voilà, c'est ce qu'on Mm. voit dans les films, dans les séries, partout, quoi. C'est la normalité. Et puis insidieusement, petit à petit, bah voilà, le cerveau demande des doses plus importantes. Et puis à un moment, on se dit, bah c'est quand même bizarre. J'essaie de, voilà, ce week-end, je veux pas boire, mais je bois quand même parce que je peux pas m'en empêcher, quoi. Et Mais c'est il y a très une insidieux. dédramatisation aussi de la part de la société à ce niveau-là, enfin sur l'alcool en particulier, de dire que oui, bah ça va, c'est l'alcool. Oui, Enfin, c'est pas méchant, un petit verre par-ci par-là. Ouais, voilà. il y a ce côté très culturel, très... ouais, ouais. Il y a un vrai truc là-dessus aussi. Puis c'est quelque part aussi une manière de justifier, de se dire, bah oui, mais tout le monde le fait en fait, et c'est pas mal vu. Au contraire.
voire même dans certains milieux, et Oui, notamment dans le cadre de l'entrepreneuriat, euh, chez les cadres aussi. Il y a souvent ce petit verre de fin de journée, ces séminaires où il y a de l'alcool qui est présent, c'est after work aussi. oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup cette culture de l'alcool aussi en entreprise et qui est assez. Enfin, ça doit pas être simple en fait de s'en détacher. C'est pas évident. Bon, ça va mieux quand même, de mieux. Il y a comme des évolutions, hein. Heureusement, On heureusement. progresse, on progresse, on va dans le bon sens. Mais c'est vrai que c'est toujours la première fois qu'on dit qu'on ne boit pas, ça peut étonner certaines personnes parce que ça les renvoie aussi vers leur propre consommation. Et des fois, c'est Tout pas, à fait. elles aiment pas bien réfléchir à ça. Et donc mais c'est comme ça, c'est comme ça. Après, on fait un peu le tri aussi dans ses relations hein, quand on contrôle sa consommation justement. Bah, c'est ça, C'est c'est parce que du coup, l'environnement a. Et c'est un droit aussi qu'on doit laisser à son entourage, de dire qu'à un moment donné, on est quelque part une certaine personne et qu'il y a ce switch qui se passe où on devient quelqu'un d'autre quelque part, parce qu'il y a oui, ce récit personnel qui change, et d'accepter qu'il y ait des personnes autour de nous qui soient pas OK avec ça, en fait. tout à fait. Et ça, je comprends que ça peut être vraiment difficile pour certaines personnes de l'accepter. Déjà, d'accepter de perdre quelqu'un euh, et quelque part bah, avoir cette culpabilité de se sentir responsable en fait de cette perte. Parce que j'ai changé et c'est parce que j'ai changé que cette personne s'est éloignée de moi quelque part. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Bah, j'imagine que tu accompagnes dans tes Oui, oui, accompagnements. oui, parce que Donc c'est une peur. C'est une peur hein, ça fait de partie des perdre. peurs, ouais. Oui, Mm. ça fait partie des peurs, bien sûr, parce que quand on analyse les choses, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qu'on ne voit que lors des événements Mm, mm, où on va boire quelque chose. On va se voir pour aller boire un coup. On va se voir pour aller, aller consommer. Et bah, quand on réfléchit bien, on s'aperçoit que si ces personnes-là, si on les perd, c'est pas trop grave. Et en Bah, fait, parfois, ça se c'est passe bien aussi un switch qui généralement. se passe. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il y a aussi notre vision qui va changer. Parce Ah que oui, il y a complètement. ce Ouais. qu'on se dit à propos de nous-mêmes, mais aussi à propos des autres. Et notre manière de voir les choses, elle va pas se modifier que sur la substance en elle-même, mais aussi sur le reste, sur les Ouais. gens autour. Bah, forcément, quand on a un copain de, de gnôle qui est là, avec qu'on ne voit que dans ces moments-là, comme tu dis, bah, pour aller boire un coup ou pour ceci ou pour cela, bah, en fait, on se rend compte du jour au lendemain qu'on n'a plus d'atome crochu avec cette personne. Que finalement, en Exactement. fait, la seule chose qui nous liait à cette personne, c'était la substance et que quand il n'y a plus ça, bah, parfois, bah, c'est se rendre compte aussi qu'il n'y a plus de lien, qu'il y a pas grand-chose finalement derrière cette relation-là. Donc c'est dans les deux sens. C'est pas que, Oui. euh, Mm. que de l'autre côté, mais c'est aussi soit accepter quelque part que cette vision qui change, elle va impacter aussi les relations qu'on a avec notre entourage, euh, plus ou moins proches. Mais ça, c'est important aussi, comme tu disais tout à l'heure, de l'anticiper et de pas se retrouver devant le fait accompli, se dire, bah, en fait, bah, ouais, non, cette personne-là, mais merde, c'est moi qui ai un problème. Donc, c'est vraiment des questions, en fait, à se poser en amont pour pas être surpris au moment où ça se passe, Oui, tu as surtout. raison, tu as tout à fait raison. Et on parlait d'anticiper, c'est aussi dans le discours, c'est expliquer, rassurer aussi son entourage sur le fait qu'ils peuvent boire, que ça ne te dérange pas, que quand tu les accueilles chez toi, moi j'ai des bouteilles de vin, j'ai de la bière dans le frigo, parce que toutes les personnes que je reçois boivent, donc Mhm. je les accueille comme je les aurais accueillis il y a 20 ans. Bah, avec de l'alcool, ça me dérange absolument pas, parce que c'est leur... voilà, elles Oui, il y apprécient, a ce donc truc aussi voilà. de pas vouloir imposer au monde, en fait, ta Ah vision des oui, oui, choses ça et c'est de laisser le important, ça. choix, en fait, Ah à ouais, ouais. chacun de faire ce parcoursois-là ou pas, en fait, Voilà, parce que les deux sont exactement. OK. Les deux sont OK, parce qu'il y a des personnes qui boivent qui ont zéro problème avec l'alcool. C'est-à-dire que, Mm. voilà. Mais bon, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des problèmes. Donc, on ne sait pas comment elles sont, ces personnes. Mhm.
Mais en tout cas, il faut bien les prévenir parce que c'est tout de suite une inquiétude parce qu'elles se disent, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on amène une bouteille de vin? Est-ce que on t'invite à la maison, mais si elle a l'alcool sur la table, est-ce que ça va te gêner? Ouais, après, c'est des personnes soucieuses quand même un peu empathiques, soucieuses du bien-être des Voilà, autres aussi. Donc voilà. c'est intéressant Mais ce comment ça fait ressortir certaines facettes de personnalité. voilà, puis il y a ceux qui insistent, qui disent bah tu vas bien boire un coup, voilà. Ouais, Donc bien sûr, c'est vrai qu'il faut en discuter de tout ça avant et se préparer dans les deux sens, c'est-à-dire aussi en mm. rassurant les personnes pour pas qu'elles s'inquiètent quoi. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est vrai qu'on veut pas lui faire du mal, donc Bien on veut sûr, pas mettre la personne en difficulté. Et puis parce que dans l'image qu'on a de la personne qui arrête de boire, bah c'est la volonté, encore une fois, qui est là. Donc c'est quelqu'un qui lutte, et donc on ne veut pas la tenter, et on ne veut pas la faire ouais, souffrir. tout à fait, tout à fait. À l'inverse, quand on a compris ce que faisait l'alcool, les personnes comme moi, je ne suis pas tout seul à avoir ce genre de méthode, bah, en fait, nous, ça ne nous fait rien qu'il y ait de l'alcool sur la table ou que les gens boivent. Mm. Donc, Ce qui est intéressant aussi, et ça me fait penser à ça dans ce que tu évoques, mais c'est du coup les personnes qui vont du coup un petit peu s'éloigner aussi du fait que bah voilà, il n'y a pas d'alcool, elle a arrêté de boire de l'alcool, etc. Cette personne, euh, parce que ça les renvoie aussi à quelque chose chez eux. oui, Et, euh, oui, et ça, c'est ça. il y a ce truc du miroir en fait, de comment la personne en face de moi qui arrête peut me renvoyer quelque chose de négatif par rapport à moi-même que j'ai encore un peu de mal à accepter. C'est ça. Ça, c'est un vrai truc, ça. Je sais que, enfin, encore une fois, pas que sur l'alcool, mais le fait de renvoyer en miroir aux autres, quelque part, quelque chose qu'ils osent pas vraiment s'avouer à eux-mêmes, ça Oui, peut créer des petits soucis dans le relationnel aussi. oui, Est-ce que, je suis tout à fait d'accord. on évoque toutes ces petites peurs quelque part, est-ce que toi, t'en vois d'autres par rapport aux gens que tu as accompagnés jusque-là? Est-ce qu'il y a d'autres peurs comme ça qui sont vraiment assez fortes que tu identifies régulièrement chez les personnes que tu accompagnes et qu'on n'aurait pas évoquées? Bah, et la peur de rechuter aussi, oui, oui, il y a la peur, il y a cette peur-là, c'est-à-dire de se dire, si j'arrête, je risque de rechuter. Ça vient avec. Donc, j'ai pas envie de me mettre en difficulté, donc je le fais pas. Et comme on disait, la rechute, ça peut arriver pour plein de raisons, Mhm. mais c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Donc, il y a des personnes qui rechutent jamais, et puis d'autres, bah, ça arrive. Bon, c'est pas grave, hein. L'important, c'est aussi de Mhm. l'anticiper, comme on disait. C'est-à-dire que savoir que ça va arriver et qu'est-ce qu'on va faire quand ça arrivera. Et puis à partir de là, analyser aussi pourquoi c'est arrivé, de telle façon qu'on évite que ça se reproduise. L'analyse. Voilà. L'analyse, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que moi j'accompagne beaucoup de femmes sur le poids, et c'est souvent, en fait, tout ce qui prime à ce moment-là, c'est la culpabilité, la honte, Oui, vraiment tout l'aspect émotionnel qui va être accroché à tout ça, mais j'en étais sûre, voilà, je savais que j'allais pas y arriver. Et en fait, il y a tout, en fait, ce panel d'émotions négatives qui se mélangent, qui donnent du coup des idées complètement absurdes oui, quelque part, parce que bah, en fait, non, ce qui compte, c'est pas ce moment précis tout petit, c'est tout ce que tu as fait avant, en fait. Ça n'a pas le même poids du tout. Et en fait, on se rend pas compte à quel point ces petites choses, ces petites rechutes, ça peut faire basculer quelqu'un. Et c'est pour ça que ce que tu dis, c'est hyper important. Il faut analyser la situation avec son cerveau, oui, pas avec son cœur, pas avec ses émotions, parce que sinon on fait une erreur de jugement à ce moment-là. Parce qu'on se dit, comme le marathonien, ce qu'on disait tout à l'heure, bah, je tombe sur, enfin, voilà, je trébuche. Et en fait, c'est comme si je faisais un retour à la case départ, oui, sauf que pas du tout. Tu as juste besoin de te relever, voilà, tu frottes un peu le genou et puis tu repars en fait. Il n'y a pas de problème. C'est pas parce que tu es tombé un petit peu là que tout de suite c'est la fin et que tout ce que tu as fait avant, ça comptait pas. Parce que le chemin, tu l'as parcouru. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le temps, en fait, à ce moment-là, de se dire, bon, ça arrive,
Voilà, on anticipe, on se dit, je savais que ça allait arriver, c'est arrivé, et c'est pas grave, et c'est OK. Maintenant, pourquoi c'est arrivé? Oui, C'était quoi? C'était un caillou, c'était un trou dans la chaussée, c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé? Et comment je réajuste en fait le tir pour la suite? Donc voilà, c'est se dire bah, la prochaine fois, je regarderai un petit peu plus devant moi et du coup j'éviterai le caillou, j'éviterai le trou sur la chaussée et je contournerai le truc. Mais ce truc de l'analyse, je pense il est pas assez poussé en fait. De base dans tous ces changements-là qu'on peut faire. On, on fonce tête baissée, on a un objectif, on se concentre vraiment sur la ligne d'arrivée et je trouve qu'on prend pas assez le temps d'observer ce qui est là pour bah, juste prendre conscience de bah, qu'est-ce qui va. Parce qu'il y a des choses qui vont bien, oui, bien qui sûr. va pas. Et comment je contourne ce qui va pas, comment j'essaye d'optimiser ce qui va déjà bien pour m'aider à contourner ce qui ne va pas, pour m'aider en fait à dégager la route vers ma ligne d'arrivée. Exactement. C'est ça. Donc, C'est-à-dire, il faut vraiment se poser des questions et laisser les émotions de côté ah, mais ça c'est... ouais. et éviter que ça se reproduise. Donc, pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est analyser. Euh, c'est quoi la plus belle transformation que tu aies pu voir chez un de tes clients? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Ouais, dernièrement, là, il y en a une, c'est une femme qui est cadre dans un service marketing Mhm. et justement qui était dans cette situation dont on parle, donc qui était fatiguée, manque de motivation, une anxiété qui était toujours importante. Et Ouais, puis à partir du moment où on a travaillé grâce au déclic, donc elle a compris comment fonctionnait l'alcool. Et puis avec un petit accompagnement derrière, bah, ça a été radical. C'est-à-dire que tout de suite, elle a pu reprendre du poil de la bête et puis mettre en place des routines qui l'ont aidée, hein. Maintenant, elle fait de la course à pied. Et tout de suite, elle s'est mise à la méditation. C'est des choses qui l'ont aidée parce qu'il faut aussi trouver il y a des moyens aussi de se faire plaisir à côté, puisqu'on enlève Mhm. l'alcool, mais il suffit pas d'enlever. Il faut ajouter des choses Ouais, intéressantes bah oui, qui sont bonnes pour nous et qu'on a envie de faire, qui sont motivantes. Donc, dans son cas, c'était tout à fait. principalement la méditation et la course à pied. Et bon, elle fait pas de marathon, hein, mais voilà, elle se fait plaisir et aujourd'hui, eh ben, elle ne boit plus d'alcool et surtout, ben, elle n'a pas envie, quoi. Parce que, et puis, plus on avance dans ce sens, plus on a à perdre si jamais on replonge. Bien sûr, ouais. Donc, à partir de là, ça motive encore plus. Puis en même temps, si on a réussi à faire ce chemin, ben, on se dit, ben, on peut continuer puisqu'on y est déjà arrivé. Donc, il y a Ouais, pas de raison que ça c'est un s'arrête. peu rentrer dans une boucle bénéfique C'est de, ça. en fait, tu fais des petites choses au début, tu vois les impacts positifs que ça a, mais avant, tu faisais pas le lien. Et j'imagine que du coup, quand tu es accompagné par quelqu'un comme toi, bah, toi, tu vas dire, bah, tu vois, ça, ce truc-là que t'as pas remarqué, bah, en fait, c'est arrivé parce que tu as arrêté. C'est Et du ça. coup, le fait de prendre conscience de toutes ces petites choses du quotidien, finalement, qui changent, qui s'améliorent, bah, ça fait rentrer dans cette boucle bénéfique qui s'alimente, en fait, qui s'auto-alimente par tous ces petits aspects bénéfiques qu'on rencontre au fur et à mesure qu'on arrête, parce que sur ton blog, tu l'expliques bien, c'est plus tu avances dans le temps et plus tu vois de bénéfices en fait. Et oui. Donc, et comme tu dis, bah, au bout d'un moment, quand tu as fait 3 tours, t'as plus envie de revenir en arrière, hein. Ah T'as non. pas envie de casser la boucle, tu as envie que ça continue, tu as envie de continuer à vivre ça et tu te dis en plus de ça, tu as des perspectives de dire, mais en fait, ça fait 3 mois que j'ai arrêté, qu'est-ce que ça va être dans 6 mois? Qu'est-ce que ça va être dans un an? Parce que jusque-là, en fait, ça n'a pas arrêté de m'apporter que des choses, des bénéfices, en fait, dans ma vie. Donc, c'est aussi prendre conscience de ça, parce qu'au début, tant qu'on rentre pas dans cette boucle-là, on a du mal, en fait, à voir ce que ça va nous apporter. Et on est centré, encore une fois, sur l'instant T. Donc, Oui. c'est Mm. aussi se projeter, c'est aussi, et je trouve que tu le fais bien dans ton blog, à travers ton blog, mais de se projeter pour voir, en fait, que bah ouais, si je commence, je vais avoir ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis tout doucement, en fait, se construire cette boucle bénéfique qui va par la suite s'auto-alimenter et qui va renforcer mon truc de bah,
non, j'arrête en fait. Je j'ai pas envie de recommencer. Je suis bien comme ça. Voilà, tu as raison. C'est cette boucle, elle s'auto-alimente très rapidement. Mm. Ok. euh, bon, on arrive un petit peu au terme de cet échange. Euh, moi, j'ai des petites questions qui sont importantes pour moi, que je pense, voilà, suite à ce premier échange, je pense que je vais avoir d'autres invités. Euh, L'idée, c'est que je puisse poser ces questions-là et que tu me répondes le plus sincèrement possible par rapport à ton expérience aussi. Oui. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on change? Qu'est-ce qui fait qu'on change? Alors, je pense que voilà, c'est une question de douleur aussi. C'est-à-dire que si, quand la douleur devient trop forte, quelle que soit la raison, c'est ce qui va nous pousser à changer. C'est-à-dire, tant que la douleur est pas assez forte, on va l'endurer, on va trouver des moyens pour, l'alcool peut en être un, hein, pour atténuer, pour un peu s'anesthésier. Il y a plein Mhm, d'autres choses. Mais en tout cas, c'est quand la douleur est trop importante. Et ça peut être aussi parce qu'on a envie de- on a envie d'une meilleure vie. C'est-à-dire, on a envie d'être quelqu'un de différent, de meilleur, une meilleure version de soi-même. Donc ça peut aussi nous aider à changer, mhm, même s'il n'y a pas cette douleur. Ça peut aussi nous aider à avoir la volonté de changer, d'évoluer dans le bon sens. Donc, je pense qu'il y a deux facettes, deux moyens de changer. mhm, Enfin, pour moi, mhm. c'est comme ça aussi, hein. Donc, voilà, je parle de ce que Ouais, je connais. forcément. Mais je trouve ça tellement juste. Tu parles de douleur et c'est vrai que il y a cette inversion de la douleur. J'aime bien dire ça. C'est parce que c'est comme le fumeur, en fait, qui, pendant des années, va fumer un paquet par jour. Et il sait qu'à un moment donné, ça va peut-être poser problème, mais il Ouais, le fait, il continue à le faire, et qui du jour au lendemain arrête parce que on lui dit, mais monsieur, madame, vous avez des nodules au poumon. Et en fait, là, le niveau de douleur, il monte d'un cran ouais. tout de suite. Et en fait, c'est plus douloureux de continuer à fumer que d'arrêter. C'est ça. C'est quand c'est plus douloureux de ne pas changer que l'on change. C'est ça. Donc, merci pour ça, parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de gens aussi, de le montrer comme ça. Mais cet aspect de douleur, en fait, il est vraiment hyper important à prendre en compte, je pense, dans le changement. Parce que ça va être un levier de motivation très, très fort, en C'est ça. fait, qui va mettre en mouvement. Euh, et à l'inverse, du coup, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on ne change pas? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'on ne change pas? Euh, Là, c'est une colle parce que moi, j'aime toujours changer, donc c'est vrai que c'est difficile. Euh, alors je reviens sur l'alcool En parce tout que cas, c'est quelque qu'est-ce chose qui que, fait qu'on n'y arrive pas voilà. encore? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas encore? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à ce changement? Peut-être parce on n'a pas trouvé les bonnes personnes, les bonnes méthodes ou Mhm. justement un éclairage qu'on n'avait pas. Et des fois, on ne sait Mhm. pas ce qu'on ne sait pas, comme on dit. Donc, à partir de là, des fois, il nous manque cette petite, ce déclic ou cette petite information qui nous empêche d'aller de l'avant. Mhm. Et des fois, on a l'impression que c'est pas possible. On se met aussi des barrières tout seul, Et hein. souvent C'est parce qu'on manque de connaissances sur le aussi, sujet, hein. c'est On ça. se dit que on est cloisonné et en fait, non, il y a une option mais qu'on ne connaissait pas. Donc on ne Qu'on ne pouvait pas se connaissait rendre pas, compte donc voilà, que on n'imaginait pas que c'était c'est ça. possible, donc on se dit, bah, c'est pas possible, on n'y pense même pas en fait, on n'y pense même pas. C'est ça. Et, et c'est pour ça que c'est important d'échanger avec les gens, de beaucoup confronter ses idées, ses croyances. C'est l'idée du podcast Et là, dans cet voilà, épisode d'aujourd'hui aussi. C'est pour ça, hein. très bien. C'est très important parce que souvent on s'aperçoit dans les discussions que l'éclairage qu'on avait, la vision qu'on avait, Mhm. elle est pas globale. À chaque fois, elle est jamais globale. Et quelqu'un a une autre vision d'une partie
du problème et qui va nous éclairer et nous dire, bah oui, oui, là, je peux changer, là, il y a quelque chose à faire. C'est très très Mm. juste. Très très juste. Je suis contente de t'avoir posé cette question parce que euh, on, on est souvent concentré sur ouais, échanger, etc. Mais euh, parfois on ne se rend pas compte à quel point on peut être bloqué par des croyances limitantes ou des connaissances limitées. Et ça, c'est fou, hein. Enfin, moi, je le vois beaucoup avec l'accompagnement sur le poids. Il y a des femmes qui pensent manger sainement, et quand tu Oui, rentres dans le détail, tu te rends compte que pas du tout. Et en fait, on se rend compte là, c'est un manque de connaissances. Donc, ces personnes-là, elles font ce qu'il faut, elles ont l'impression de faire tout ce qu'il faut. Elles se disent, mais moi, ça ouais, marche pas avec moi. Et qui perdent espoir, en fait, qui perdent confiance en elles. Elles se disent, mais moi, je fais tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas, je ne perds pas de poids. Alors qu'en fait, c'est juste un manque d'ajustement. Elles essayent de manger sainement, elles ont une vision de ce que veut dire manger sainement parce qu'elles ont entendu des trucs ici et là. Dieu sait qu'on entend beaucoup de choses oui, à droite et à gauche. Et ce qui fait qu'en fait, elles n'ont pas de résultat et donc qu'elles se remettent la faute sur elles en fait en se disant bah, c'est moi, il y a un problème avec moi, il y a un truc qui cloche. Sauf que non, en fait, c'est juste qu'elles n'avaient pas la bonne façon de faire, qu'elles n'avaient pas les bonnes connaissances sur bah, qu'est-ce que c'est manger sainement en fait, manger équilibré, manger mieux. Donc il y a vraiment ces deux choses-là. C'est vraiment cette notion de croyance limitante par rapport à un manque de connaissances qu'on peut avoir sur un sujet. Et parfois, on n'a même pas conscience, juste c'est ça. conscience, Mm. qu'on manque de connaissances sur ce sujet-là. On dit non, mais ce sujet-là, je l'ai poncé, je connais. Enfin, et donc, bah, forcément, ouais, en effet, ça peut empêcher de réussir à changer, en tout cas pour le moment. Jusqu'à ce qu'il y ait un éclair de génie, un espèce d'eureka de quelqu'un qui nous dit quelque chose, soit un inconnu dans la rue, soit on voit quelque chose passer et on se dit, ah mais oui, mais ce truc-là, mais bien sûr. Et, euh, et c'est là que du coup, il y a une nouvelle opportunité, un nouvel espoir de pouvoir réussir à changer. Oui, ah oui, c'est. Très Moi, je le vis juste. tous les jours, hein. Régulièrement, je me dis, ah, bah, j'avais pas vu ça sous cet angle, c'est incroyable. Bah écoute Sylvain, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations que tu nous as données sur l'alcool, mais aussi plus généralement sur le changement, parce que c'est un petit peu aussi le but de ces interviews, c'est aussi de parler de changement. Qu'est-ce qui fait qu'on change? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à changer? Donc merci pour ça. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur bah, tes programmes d'accompagnement, sur ce que tu proposes? Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ça? Bien, en effet, donc vous pouvez me retrouver donc sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, hein, TikTok, Instagram, Mm. etc., où je poste du contenu, des vidéos pour aider mon audience à aller dans le bon sens. Et puis, en effet, j'ai un programme qui s'appelle Le Déclic. Donc, c'est comprendre l'alcool pour s'en libérer. Donc, vous avez les liens aussi sur les différents réseaux. Tout est Une dans douzaine. la légende du Ouais, podcast, hein. Mm. tout est dans la légende. Bon, très bien. Et puis donc, c'est une douzaine de vidéos, 1 heure et demie de vidéos pour vous aider à faire le premier pas. Et souvent, ça suffit, hein. Et puis derrière, bah, je peux faire aussi des accompagnements qui sont personnalisés en fonction des personnes et de leurs besoins. Ça se fait bien. Mais une étape importante, si ça vous intéresse vraiment, j'ai un lien Calendly, donc avec un agenda. Vous pouvez réserver un créneau et puis je vous appelle, hein. C'est un appel gratuit, hein. C'est histoire d'échanger. Et puis je vous explique un peu comment j'ai fait un peu plus en détail, hein, comment j'ai fait pour me libérer de l'alcool et Mm. puis voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais en tout cas, il n'y a pas de pression, encore une fois. On s'appelle, on discute. C'est important justement de confronter les idées, comme on a dit, et d'en savoir un peu plus avant d'avancer. Tout à fait. Voilà ce que je peux te dire, Mona. Et en tout cas, merci parce que c'était très enrichissant cet échange. Ça m'a beaucoup apporté. Ouais, Je j'ai te trouvé remercie. aussi. Bah, merci à toi surtout. Et puis bah, à nos auditeurs, du coup, j'espère que vous avez apprécié cet échange avec Sylvain, que ça vous a apporté des petites notions supplémentaires, des billes en tout cas, si vous souhaitez avancer sur le chemin de la sobriété. Vous avez toutes les informations en légende de podcast pour contacter Sylvain si vous en avez besoin, pour aller voir ce qu'il fait. Je vous invite vraiment à le faire, même si
Enfin, voilà. Moi, je sais que ça m'a un peu recadré sur certains trucs. J'estime pas forcément avoir un problème avec l'alcool, mais ça peut être intéressant. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles, un commentaire pour nous dire comment vous avez apprécié cet épisode et puis aussi à partager, bien évidemment, avec les personnes autour de vous que ça pourrait aider, surtout. Et d'ici là, n'oubliez pas surtout que le changement n'est que le reflet de ce que vous croyez possible de changer. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Hypnarium. Merci Sylvain. Merci, Mona.